Bonjour chers apprenants. Après avoir terminé la première partie du droit pour la deuxième année Bac Sciences économiques et Sciences de gestion comptable qui est consacrée au droit fiscal, nous allons enchaîner avec la deuxième partie qui concerne le droit social. Le premier chapitre s'intitule Les conditions légales du travail. Avant d'entamer les conditions légales du travail, il est nécessaire de définir le droit social. Donc, comme vous savez, le droit social, ou bien le droit du travail, est une branche du droit privé. Si on revient un peu avec la mémoire à l'année dernière, c'est-à-dire la première année de baccalauréat, on sait bien que le droit est l'ensemble des rapports, ou bien l'ensemble des règles qui régit les rapports entre les individus vivant au sein d'une même société. Alors, le droit social, ici, il concerne les rapports de travail. Donc, on pourra dire que le droit social est l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations entre employeurs et salariés. Bien évidemment, on parle ici du secteur privé, parce que le secteur public a un autre régime. Bien, nous allons commencer par le premier point, qui est la durée légale du travail. Il y a lieu à distinguer entre deux types d'activités. L'activité agricole, que vous connaissez tous, et l'activité non agricole. Par activité non agricole, on entend les autres secteurs tels que l'industrie, le commerce, les professions libérales. Au niveau de l'industrie, on peut distinguer également l'agroalimentaire, le textile, et on peut y ajouter le tourisme, le transport, c'est-à-dire toute activité qui ne fait pas partie de l'agriculture. Donc, pour les activités non agricoles, la durée annuelle de travail est 2288 heures par an, c'est-à-dire par an. Si on divise par 52 semaines, parce que chaque année il y a 52 semaines, on trouvera 44 heures par semaine, c'est-à-dire la durée hebdomadaire. Travail plus même de 60 heures par semaine. La durée du travail ne peut pas dépasser 10 heures par semaine, sauf en cas de dérogation et en cas de certaines activités spécifiques. Mais il ne peut en aucun cas dépasser 2 heures par jour. Bien, là on va passer au point suivant qui est la rémunération du travail. Donc la rémunération du travail qui correspond au travail fourni et le salaire. Donc le salaire il est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective du travail. Mais il ne peut être inférieur au salaire minimum légal. Donc, le salaire il peut être soit horaire, journalier, hebdomadaire, bimensuel ou mensuel. Donc, on rémunère que le travail effectif, c'est-à-dire que les absences et les périodes consacrées ou bien le temps consacré au déjeuner par exemple ou bien au casse-croûte, ils ne sont pas rémunérés. Nous avons dit que le salaire ne peut pas être inférieur au SMIC. Donc, aucun salaire ne saurait être payé en dessous du SMIC. Sauf que les autorités gouvernementales, lorsqu'ils voient que le coût de vie a augmenté ou bien s'est élevé, ils augmentent également le SMIC. Donc, nous avons ici le SMIC au Maroc. Le salaire minimum à partir du 1er juillet 2019. Le salaire minimum non agricole, le taux horaire, c'est-à-dire le salaire horaire, est de 14,13 dirhams, c'est-à-dire que personne ne peut employer quelqu'un et lui payer moins de 14,13 dirhams par heure. Mais évidemment, on peut payer plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer, par exemple, 13 dirhams, mais on peut payer 15, 16 et 20 dirhams. Ça, c'est ce qui concerne les secteurs non agricoles. En ce qui concerne l'agriculture, on parle ici de taux journalier. On travaille généralement par jour. La rémunération est journalière. Donc, le taux journalier est 73,22. Donc, le salaire minimum assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat. C'est pour ça que nous avons dit que les autorités gouvernementales révisent le SMIC de temps en temps.
Donc à chaque fois qu'il y a une augmentation du coût de la vie, ça nous l'avons vu au niveau de l'économie générale, on l'appelle l'inflation. Donc à chaque fois qu'il y a une augmentation de l'inflation de 5% par rapport à l'année de référence, le gouvernement augmente également le SMIC. Le point suivant est la rémunération de travail et la rémunération des heures supplémentaires. Donc avant d'entamer ce point, il y a lieu à signaler tout d'abord, à poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on considère comme heures supplémentaires? Donc, c'est quoi l'heure supplémentaire? L'heure supplémentaire, ou bien les heures supplémentaires, sont les heures qui sont effectuées au-delà de 44 heures qui ont fixé par semaine. Bien, alors, qui fixe l'horaire de travail? Normalement, la fixation de l'horaire de travail est laissée à l'initiative de l'employeur. Il doit fixer le nombre d'heures par semaine, l'heure de début du travail et l'heure de fin du travail. Il doit également désigner est-ce que la journée est continue ou bien discontinue. Sauf qu'il doit respecter certaines conditions. Tout d'abord, il doit communiquer cet horaire de travail au nouveau recrue. Et s'il y a un changement de l'horaire de travail, il doit le communiquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Également, la période du repas n'est pas rémunérée et il doit y avoir un repos, c'est-à-dire une pause repos après chaque 4 heures de travail successif. C'est-à-dire lorsqu'on travaille par exemple une journée continue, par exemple, si on commence au travail de 8 heures à 8 heures, à midi normalement, on doit se reposer au moins une demi-heure. Et ce repos, bien évidemment, il n'est pas rémunéré, mais il doit avoir lieu. Bien, donc, lorsque nous avons fixé l'horaire de travail, chaque heure de travail effectuée en dehors de cet horaire est considérée comme heure supplémentaire. Au niveau de l'agriculture, si vous voyez un peu ici au tableau, donc, normalement, lorsque nous effectuons une heure de travail au niveau d'un jour ouvrable. Le jour ouvrable, c'est quoi? Le jour ouvrable, ce sont des jours normalement consacrés au travail, à l'exception du jour de repos hebdomadaire et des jours légalement fériés. Donc, si l'heure supplémentaire est effectuée pendant un jour ouvrable, la majoration pour le secteur agricole s'élève, pour les deux secteurs, il s'élève à 50%, à 25% si elle effectue le jour, c'est-à-dire pour le secteur agricole entre 5 heures du matin et 20 heures. Et pour le secteur non agricole, 6 heures du matin et 21 heures. Et lorsque cette heure supplémentaire est effectuée c'est-à-dire pendant la nuit, entre 20 heures et 5 heures pour le secteur agricole et 21 heures et 6 heures pour le secteur non agricole, la majoration est de 50%. Par contre, lorsque l'heure supplémentaire est effectuée pendant un jour de repos ou un jour férié, par exemple un jour d'une fête nationale ou bien religieuse, donc pendant la journée, la majoration s'élève à 50% et pendant la nuit, la majoration est de 100%. Pour illustrer avec un exemple, c'est par exemple quelqu'un qui travaille dans un secteur non agricole et qui a effectué et qui travaille à un taux horaire de 50 dirhams par exemple l'heure, 50 dirhams l'heure, s'il effectue une heure supplémentaire pendant la nuit d'un jour de repos ou bien férié, il va être rémunéré à 100 dirhams, le double, c'est-à-dire une majoration de 100%, c'est-à-dire le double. C'est ce qui concerne les heures supplémentaires. Nous avons défini ce que c'est un jour ouvrable. Maintenant, on va passer à définir ou bien à voir ce que l'on entend par les jours fériés. Donc, les jours fériés, ce sont des jours où on ne travaille pas, mais qui sont rémunérés. Ce sont généralement des fêtes religieuses et des fêtes nationales. Comme vous pouvez le voir sur ce diapositive, ils sont classés au niveau de ce tableau. Nous avons le premier Muharram, Eid al-Mawlid, la fête du travail, fête du train, et voilà. En tout cas, il y a le calendrier que vous pouvez voir sur ce diapositive. Bien.
Il faut signaler que chaque salarié a droit à un jour de repos hebdomadaire. Donc, l'employeur doit accorder un jour de repos hebdomadaire à chacun de ses employés. Ces jours de repos hebdomadaire sont soumis à 4 conditions. La première condition, c'est que, ou bien le premier principe, c'est qu'il est interdit d'occuper le même salarié plus de 6 jours consécutifs. C'est-à-dire, s'il travaille par exemple, il commence son travail le mardi, il doit travailler seulement jusqu'à dimanche. Il doit se reposer le lundi. Et s'il commence le travail le lundi, il doit travailler normalement jusqu'au samedi. Il doit se reposer le dimanche. Donc, deuxième point, c'est que le repos doit avoir une durée minimale de 24 heures. Lorsqu'on dit 24 heures, c'est-à-dire le jour et la nuit. Bien, troisième point, le jour de repos hebdomadaire doit être donné à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Sauf lorsqu'il est nécessaire de garder certains de personnel, comme par exemple le concierge, par exemple, ou bien lorsque l'entreprise ne peut pas arrêter son activité, alors là, on va procéder au roulement, c'est-à-dire on va travailler par équipe et à chaque équipe, on doit attribuer un jour de repos. Bien, donc le jour de repos doit être le vendredi, le samedi, le dimanche, ça c'est le principe, ou bien le jour du marché périodique, c'est-à-dire par exemple dans une région, il y a le marché, ce qu'on appelle le souk hebdomadaire, c'est par exemple il est le jeudi, on doit attribuer le jeudi comme jour de repos à son personnel, surtout au niveau de l'activité agricole. Le point suivant concerne les congés. Donc, le congé payé est la période annuelle de repos accordée aux salariés avec maintien de la rémunération, c'est-à-dire que c'est une période de l'année où le salarié ne travaille pas, mais il est rémunéré, il est payé quand même. D'accord? Donc, le droit à congé ne s'acquitte qu'après 6 mois de service continu chez le même employeur. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un travaille au sein d'une entreprise pendant 5 mois, il n'a pas droit à un congé. Ou bien, s'il travaille par exemple 4 mois chez un employeur, puis 4 mois chez un autre employeur, ça fait 8 mois, mais il n'a pas droit à un congé, même s'il a travaillé 8 mois, parce qu'il a travaillé chez 2 employeurs différents. Bien, donc le congé, normalement, il s'exerce en nature, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas y avoir une indemnité compensatrice, c'est-à-dire qu'on doit prendre notre congé, on doit se reposer, voilà. Donc, l'employeur est obligé d'accorder le congé à ses employés. Bien. Et il doit également communiquer la période du congé 30 jours avant la date prévue. Par exemple, vous allez accorder un congé à un salarié, par exemple, le mois de juin. Donc, il faut le communiquer cette date au début de mai. C'est-à-dire 30 jours avant la période ou bien le début du congé. Bien. Donc, comment on calcule la période du congé? Voilà, on va distinguer ici entre deux salariés selon l'âge. Donc, nous avons des salariés qui ont moins de 18 ans et des salariés qui ont plus de 18 ans. Donc, pourquoi on dit moins de 18 ans? Parce que dès que l'âge de 15 ans, on a le droit de travailler. Donc, les entreprises peuvent recruter des personnes qui ont 15 ans. Voilà, 15 ans et plus. Donc, les personnes qui ont entre 15 ans et 18 ans, on leur attribue 2 jours par mois de travail effectif. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils travaillent 1 mois de travail effectif, ils ont droit à 2 jours de congé payés. D'accord? Mais il ne sera pas attribué qu'après avoir travaillé 6 mois de service continu. Qu'est-ce qu'on entend par 1 mois de travail effectif? 1 mois de travail effectif est 26 jours, comme vous pouvez le voir sur le diapo.
Donc 26 jours désigne un mois de travail effectif. Pourquoi 26 jours? Parce qu'on doit tenir compte tout simplement du jour de repos hebdomadaire. Donc, soit disons que le mois se compose de 4 semaines. Donc, à chaque semaine, on doit attribuer un jour de repos. Donc, 30 moins 4, ça fait 26 jours. C'est bien, c'est clair. Alors, pour les salariés qui ont moins de 18 ans, ils doivent avoir 2 jours de repos après 26 jours de travail. Bien, pour les salariés qui sont âgés de plus de 18 ans, ils ont droit à 1 jour et demi après un mois effectif de travail. Donc, comme nous avons dit, le congé ne sera attribué qu'après 6 mois de travail continu. Et c'est à ce moment-là que le salarié peut réclamer son congé. Voilà, donc le dernier point pour cette vidéo qui tourne toujours autour des conditions légales du travail et qui concerne la rémunération du travail, va traiter les primes d'ancienneté. Donc les primes d'ancienneté, nous les avons déjà traitées au niveau du premier chapitre du droit fiscal, c'est-à-dire lorsque nous avons calculé l'impôt sur le revenu salarial. Bien, donc c'est juste un rappel. Donc tous les travailleurs doivent percevoir en plus de leur salaire une prime d'ancienneté de combien? 5% s'ils ont travaillé ou bien après 2 ans de travail, de service continu chez le même employeur et dans le même établissement. Et 10% après 5 ans de service, 15% après 2 ans de service et enfin 20% après 20 ans de service. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc la vidéo suivante sera consacrée au rapport employeur-employé, à l'hygiène et la sécurité des salariés, au médecin du travail, à l'inspection du travail et enfin à la réduction du temps du travail. À bientôt.